Salut à tous, je me suis intéressé aux Sixers avec l'arrivée comme ça du nouveau jeu NBA 2K22 parce que je me disais qu'il y avait quelque chose déjà d'intéressant qui était autour du fameux Ben Simmons, d'où la miniature, qui sera forcément amené à changer puisqu'on va être obligé de trouver une destination pour Ben Simmons dans un effectif 2021-2022 qui est ainsi constitué autour, je crois qu'il faut démarrer par lui, puisque c'est de lui que tout partira. C'est Joel Embiid, bien sûr. Donc Joel Embiid, qu'on ne présente évidemment pas, avec un contrat hyper sécurisé, puisque ce contrat s'étale encore sur de très nombreuses saisons. Regardez, il y a une prolongation jusqu'en 2026, qui a été 2026-2027, donc, qui a été offerte par les Sixers, alors intérieur dominant, une denrée rare en NBA. Donc là aussi, c'est assez intéressant. André Drummond, moi j'étais un petit peu surpris, je ne sais pas vous, mais on retrouve André Drummond à 28 ans sur un salaire minimum de vétéran pour faire juste le backup de Joel Embiid. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'assez surprenant au moment de la free agency. On a quelqu'un comme Charles Bassey qui a été pris en fin de second tour. Donc là, pour le coup, on est sur le type de joueur dont on ne sait pas réellement ce qu'on doit attendre. Two-way contract pour le moment. Au niveau de l'intérieur, toujours, je dirais que Paul Reed, puisqu'on parle d'intérieur, peut être vécu comme un jeune que l'on pourra éventuellement utiliser dans la raquette. En revanche, on va voir un petit peu son développement, les blessures des uns et des autres. En revanche, sur George Niang ou bien Tobias Harris, on est davantage sur des joueurs qui évidemment aiment s'écarter. Tobias Harris doit être une pièce maîtresse de cette équipe. Ok, on le sait tous, il n'y a pas grand chose à dire sur le sujet. Du côté des ailiers, il est évident que Danny Green ou Matisse Thybulle sont peut-être plus à qualifier de poste 2-3. Donc là, ils sont ailiers au début du jeu, mais pour moi, il n'y a pas de vrai impact. Par exemple, je trouve ça relativement délirant de mettre Matisse Thybulle en poste 3-4, parce qu'il fait 6 pieds 5. Ça me paraît pas être tout à fait son destin, mais voilà. En revanche, quelqu'un comme Korkmaz est plutôt ici dans le rôle du shooter. Alors c'est marrant, il a été un peu sous-évalué comme shooter, mais moi je pense plus que Korkmaz est un joueur capable comme ça de prendre feu, tout comme quelqu'un comme Seth Curry, qui, à mon avis, doit être aussi vraiment partie prenante du projet. Il s'éclate du côté des Sixers. Il a fait une super saison l'année dernière. Et il n'y a pas vraiment de raison de le bouger. En revanche, pour Shake Milton, en fonction des opportunités, même si j'aime bien le joueur, pour Asia Joe, il faut voir un petit peu ce qui peut être fait. Auront-ils du temps de jeu avec justement Green, Thybulle, Korkmaz, Curry? Honnêtement, c'est une vraie question. Et puis après, avant de passer au cas Ben Simmons, bien sûr, il y a l'histoire de Tyrese Maxey qui évidemment doit se développer. C'est un joueur très intéressant, j'en parlerai un petit peu plus loin, et avec aussi peut-être quelques espoirs, qui sait, sur quelqu'un comme Jaden Springer. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade-là. J'ai donc essayé d'aller chercher un petit peu partout un partenaire de trade pour Ben Simmons et les Sixers, afin d'essayer de trouver quelque chose qui puisse plaire aux deux équipes et qui ne soit pas trop cheaté, même si forcément ça va l'être. Alors là, petite réflexion qui n'engage que moi, et puis je veux bien vos avis sur la question. Petite réflexion, justement, si on est du côté du Thunder et qu'on essaye de penser les choses aussi, on va dire pour ce qui est des Sixers, c'est-à-dire essayer de trouver un trade à Ben Simmons, ce qui semble là au jour où je parle, c'est-à-dire le 23 septembre 2021, bien compliqué, avec un joueur qui refuse bien évidemment d'aller ne serait-ce qu'au training camp des Sixers, un GM Daryl Morey qui est semble-t-il relativement buté, avec des prétentions qui sont assez élevées. À titre personnel, je ne pense pas que Ben Simmons possède une très grosse valeur marchande, bien que numéro 1 de draft 2016.
à mon sens, le joueur ne possède pas une cote phénoménale sur le marché. Sans cela, il aurait déjà bougé. Et les candidats aussi pour l'accueillir ne sont pas très très nombreux. Là aussi, je pense qu'on est relativement d'accord, non? Donc, moi, ce que je pensais faire, c'était quelque chose comme ça. C'est-à-dire, Ben Simmons va du côté d'OKC. Évidemment, il est absolument hors de question du côté d'OKC de se défaire de la pièce maîtresse de la reconstruction qui s'appelle Shai Gilgeous-Alexander. En revanche, un joueur à qui il reste encore 2 années de contrat pour un très petit prix, comme Luguentz-Dort, qui est un très très fort défenseur et qui a l'avantage par rapport à Simmons de rentrer ses 3 points, donc de proposer du spacing dans une équipe où Embiid doit avoir vraiment la priorité, possède encore un petit peu de marge de progression, ça je veux bien aussi l'imaginer, à l'image de ce qu'on voit là sur le polygone de Dort. Évidemment, le ball handling n'est pas du tout au niveau de celui de Ben Simmons, on est d'accord. La défense, en revanche, est élite. Luguentz-Dort est quelqu'un qui défend excessivement bien, qui peut même aller embêter des postes 3 de façon quasi certaine. Il va aller leur pourrir la vie, un petit peu à l'instar d'un Beverly au poste 1 sur le moment phare, je dirais, de sa carrière. Là, peut-être il est un petit peu retombé. Après, il faut attacher aussi un joueur qui puisse représenter un petit peu au niveau de ce que les Sixers accueillent. Donc quelqu'un comme Darius Bazley me paraît avec des qualités certaines. Après, attention, on n'est pas sur un top player, mais parce que je ne pense pas en fait que les Sixers puissent obtenir un truc fabuleux en échange de Simmons. Il me semble qu'un package Dort-Bazley, certes, ça n'est pas reluisant sur le papier, mais par contre, ça pourrait permettre d'avoir la certitude de rentrer dans la rotation. Dort et Bazley peuvent rentrer, surtout Dort. Dort, il est quasi titulaire, en tout cas dans certaines manières de penser l'équipe des Sixers. Et moi, je pense que le trade que je vais proposer, il est relativement gagnant-gagnant. Je vais m'expliquer. Il y a une pléthore de tours de draft du côté du Thunder. Quand on compte les premiers tours, regardez, il y en a 4 en 2022. Attention, il y en a 2 qui sont protégés. Mais par exemple, celui des Suns, on est quasiment certain qu'il sera hors top 10. Donc, c'est pour ça que je l'attache. Parce que je pense pas non plus qu'un pick hors top 10 pour le Thunder qui vise beaucoup mieux avec, par exemple, avec son propre premier choix 2022, à mon avis, ça ne peut pas intéresser le Thunder de s'en débarrasser. Par contre, celui des Suns, on peut l'envisager. Un autre tour qui, pour moi, peut être abandonné, celui-là est plus risqué. Honnêtement, celui que je vais présenter là maintenant, il est beaucoup plus risqué. C'est celui des Wizards 2023, parce qu'avec un Lottery Protect en 2023, ça veut éventuellement dire sans protection en 2024, et Dieu seul sait où en seront les Wizards à l'horizon 2024. Donc c'est vrai que celui-là est plus risqué à lâcher, mais regardez, de toute façon, là on est en déséquilibre de nombre de joueurs. Je vais donc rajouter quelqu'un qui me paraît être ni trop prometteur comme le rookie Jaden Springer, qui peut être interprété lui comme encore du potentiel. Il vient d'être drafté en fin de premier tour 2021, donc lui je pense pas que ça puisse faire partie du package. En revanche, quelqu'un comme Asia Joe peut totalement faire partie si on cherche en fait à équilibrer, à tantiner les choses. Encore une fois, sur le papier, Simmons contre Dort et Bazley, c'est déséquilibré, mais qui proposera quelque chose d'équilibré en face de Simmons, et surtout quelle est la vraie valeur de Simmons? Pour moi, c'est une vraie question. Là, quand on attache comme ça 2 tours supplémentaires au transfert, on voit qu'en fait, à ce stade-là, évidemment, ça ne fonctionne pas. Les Sixers ne sont pas d'accord. Ça veut dire qu'il faut encore accepter l'idée de se débarrasser de 1 ou 2 pics du Thunder, mais qui, encore une fois, en regorge. Parce que, par exemple, regardez, il reste le 2022 des Pistons, donc ça veut dire qu'en gros, c'est un Lottery Protect, ça veut dire qu'on peut compter dessus plutôt pour 2023. Celui-là, je le lâcherai pas forcément.
En revanche, le 2022 des Clippers, en raison de la re-signature de Kawhi Leonard et de Reggie Jackson, par exemple, je pense que celui-là, il peut être lâché sans trop hésiter. Parce que ce sera encore une fois quelque chose qui sera au-delà de la 20e place, très très probablement, au niveau de la draft 2022. Donc ça peut être plus facilement lâché, ce genre de choses. Ça ne suffit toujours pas. Et donc, dans la logique, Simmons contre Dort, Bazley, 3 premiers tours, ça ne passe pas. Ça commence à être cher. Mais au Thunder, on peut aussi se dire qu'il y a un jour où il faut accepter de lâcher des pics. Avec quelle garantie? Je sais pas, peut-être que le trade que je vous présente, bon, déjà, Edune, il n'est pas obligé de plaire à tout le monde, parce que honnêtement, c'est très très subjectif ces trucs-là. Mais au-delà de ça, peut-être qu'il va apparaître comme étant déséquilibré, et peut-être même déséquilibré côté Thunder, c'est-à-dire Thunder perdant. J'essaierai d'argumenter juste après. Le Lottery Protect du Heat 2023, vous savez quoi, je me méfierais. Parce que Lowry n'est pas tout jeune, Butler n'est pas tout jeune. A priori, cette équipe du 8 doit avoir de belles années, là, dans l'immédiat, je dirais, dans les 1, 2, 3 saisons qui viennent, sans réelle garantie sur la draft 2024, ou avec une blessure, je ne sais pas, de Butler. Vous voyez, ça me semble plus incertain. En revanche, il y a quelque chose qui me semble moins incertain vu la solidification du contrat de Jokic, c'est le Lottery Protect 2023 des Nuggets, par exemple. Donc là, ça se ferait un package autour de 4 tours de draft plus Dort et Bazley. On va voir, avant d'envoyer quand même, on va voir si éventuellement Sixers ne pourrait pas nous rétrocéder un deuxième tour de draft. Par exemple, celui d'OKC. Tant qu'à faire, autant le récupérer si c'est envisageable. Donc là, si on fait un test, on s'aperçoit qu'en fait, ils ne veulent pas. Parce que Ben Simmons représente une valeur trop importante à leurs yeux. Donc ça, on peut l'entendre, il n'y a pas de souci. On va donc le retirer et voir si ça passe en l'état. Ça passe en l'état. Ce n'est qu'un jeu. Évidemment, le jeu accepte parce qu'il y a 4 premiers tours. Et que là, on a quand même envoyé la très très grosse monnaie. Mais je vais vous dire en quoi est-ce que j'estime que finalement... le deal n'est pas du tout inintéressant pour le Thunder. Déjà, et d'une, on a quelqu'un qui a 23 ans, qui s'appelle Shai Gilgeous-Alexander, qui a presque atteint son potentiel max, mais ça, je demande à voir, qui est un joueur terrible, avec une resignature déjà actée pour les 5 années qui suivent l'année en cours, donc ça fait quand même grosse solidification du contrat, avec... Donc un joueur qui a priori jusqu'à 28 ans sera au Thunder. A priori c'est l'option numéro 1, c'est le choix de la reconstruction autour de Shai. Ensuite, quand on regarde un petit peu l'effectif après ce mouvement, on s'aperçoit qu'il y a évidemment le jeune Giddey sur lequel il y a beaucoup à miser, à voir ce que ça peut donner dans le jeu. Vous voyez, le polygone n'est pas dégueulasse, ça laisse penser à un très bon joueur. On a donc Shai juste avant, on a même derrière Ty Jerome qui pour moi peut plus jouer les utilités, faut quand même pas non plus se mentir. Théo Malédon à qui on a envie quand même de faire confiance. Il y a même Treman. Donc en fait il y a embouteillage sur le poste 1, mais ça tombe bien. Parce que moi je n'imagine pas réellement Simmons se stabiliser au poste 1. Quand on regarde un petit peu, pour moi Shai peut jouer en 2, très très clairement. Giddey aura des minutes en sortie de banc, en tout cas c'est comme ça un peu que je vois le début de saison. Et puis après on s'aperçoit qu'il y a une faiblesse réelle au poste 3, avec Kenrich Williams, qui n'est pas non plus la panacée du truc qui nous fait rêver en NBA. Pokusevski par contre, qui est une énigme totale, avec des possibilités de développement relativement intéressantes. Voir ce que peut donner Robinson Earl, je sais pas réellement ce qu'on peut penser de lui, c'est un début de second tour, mais si ça se trouve ça peut être un joueur qui se développe très très bien. Asia Roby a une polyvalence qui peut éventuellement dans une config un tout petit peu small lui permettre d'avoir un rôle. Bref, on voit qu'en fait à l'intérieur on n'est pas démuni. Il manquerait peut-être ce pivot d'envergure, mais je pense que, en tout cas, dès lors qu'on a Favors pour une saison, même Mike Muscala peut faire un peu le boulot, et même si ça n'est pas folichon, on va dire que c'est pas sur le poste 5
peut-être même quelques minutes de Robbie. Je sais que Pokusevski, c'est une énigme, hein. On ne sait pas réellement si c'est un 4, un 5 flué à la Porzingis, mais encore plus flué. Donc bon, pour moi, ça pose des questions. Et ou même un 3, comme il a déjà été mis sur le terrain en poste 3. Du coup, on voit que le gros trou étant du côté du poste 3, moi je tenterai un pari comme celui de repositionner Ben Simmons en ailier. Voilà. En ailier. Pour moi, limite, son poste secondaire, ce serait ailier fort. Quelqu'un un peu de type Draymond Green, qui va en fait faire du playmaking depuis le poste 4. Et puis à la limite, oui, s'il faut un troisième poste, on peut quand même lui mettre un poste de meneur de jeu, mais vraiment parce qu'il y a la possibilité offerte dans 2K. Hein. Et du coup, bon, il se trouve qu'on récupère de l'overall quand on fait ça, mais c'est pas l'essentiel pour moi. Il me semble que surtout, on offre là à Shai Gilgeous-Alexander des garanties sur son avenir. C'est-à-dire, attention, on va avoir un très fort joueur aussi à côté de toi, mais on va aussi avoir une marge financière qui va faire que il y a encore moyen de donner de l'argent à un troisième joueur. Il y a aussi moyen d'espérer, allez, on va afficher les choix, drafter quand même relativement haut en 2022, pardon, et pourquoi pas encore même en 2023. Donc ça laisse parce qu'il va falloir que ça évolue quand même sans trop tarder. Hein. Sinon, Shai Gilgeous-Alexander, il va se lasser. Et on sait bien que les contrats, même s'ils sont de longue durée, parfois le joueur peut péter un plomb et demander un trade, parce qu'en fait il voit que son équipe ne décolle pas. Hein. Et donc voilà un petit peu comment je vois les choses dans l'immédiat. Je ferai une petite rotation juste après. Et puis sans cela, on a également le point de vue. Alors là, du coup, je vais prendre les Sixers juste pour 2 secondes, histoire de proposer quelque chose, parce que sinon, on peut voir qu'il y a un fail. Il y a un fail dans ce que je viens de proposer, à mon sens, en tout cas. Hein. Il y a un fail, c'est le poste de meneur du côté des Sixers, parce que vous vous retrouvez ici avec Maxey. Alors certes, Tyrese Maxey, a priori, il a donné des garanties d'un très bon joueur en devenir. D'ailleurs, le jeu ne se trompe pas, il lui met quand même du vrai potentiel. On est sur un joueur qui doit offrir des belles garanties, que ce soit au niveau du playmaking, de l'organisation, bien même de la défense externe. En revanche, ça manque encore un peu de régularité sur le shoot extérieur, mais il y a un potentiel. Voilà, et après, évidemment, le poste 2 est assez bien garni avec des joueurs comme maintenant Dort, mais auparavant Seth Curry déjà, qui doit avoir des minutes. Shake Milton peut être utilisé en meneur, honnêtement, il l'a déjà fait. Et puis, on a au poste 3 aussi des joueurs qui défendent, rentrent des 3 points, relativement en tout cas pour Danny Green. Hein. Korkmaz, qui est plus un shooter, là pour le coup, assez pur. Donc, des possibilités sur les extérieurs, il y en a de réels. Et donc, à ce moment-là, en plus, on voit que Bazley vient comme ça derrière quelqu'un comme Tobias Harris pour assurer de belles minutes. Georgian Young peut-être trouverait moins de minutes dans cette rotation-là. On peut avoir Paul Ridge, je ne sais pas s'il faut vraiment trop miser sur lui, à part en troisième pivot, éventuellement, avec quand même Dédé Drummond qui est backup de Jojo, option numéro 1 de l'équipe dans la raquette. Donc moi je me dis qu'un trade comme ça, il serait pas délirant, et on pourrait même imaginer un Shake Milton qui vient comme ça prendre les minutes derrière Tyrese Maxey, mais peut-être que certains estimeront, et moi aussi je suis un peu en bisbille, estimeront qu'il faudrait à ce moment-là un meneur avec plus d'expérience à côté de Maxey. À ce moment-là, moi je suis tombé sur un joueur
j'ai cherché un petit peu, vous voyez, au niveau des meneurs de jeu. Je me suis demandé, bon, parce qu'évidemment, il y a tout un tas de joueurs qui ne bougent pas, hein. Curry, Doncic, Irving, Paul, ok, d'accord. Tout ça, ça bouge pas. Comment voulez-vous bouger de Jrue Holiday après un titre, etc. Que ce soit Lamelo, que ce soit Lonzo qui vient de signer, que ce soit Laurie, que ce soit Conley qui vient de prolonger un petit peu, Kemba qui vient de signer à New York, Derrick Rose qui vient de prolonger également, John Wall, ça paraît pas, en raison du salaire, une option possible. Bref, il y a comme ça tout un tas d'impossibilités de ci, de là à prendre tel ou tel joueur, à mon sens. Je pense pas non plus que Brogdon soit sur le départ à ce stade-là, en tout cas. Dinwiddie vient de signer à Washington. Bref, Reggie vient de prolonger. Oladipo a prolongé 1 an, mais à mon avis, lui, il ne va pas donner ça aux Sixers aussi facilement. Schroeder aussi, il est sur une année à tarif un peu spécial au niveau des Celtics. Bref, vous voyez, il n'y a pas foison quand on commence à regarder de ci, de là, qui est-ce qui pourrait venir compléter ce poste 1. Je me suis donc demandé si éventuellement quelqu'un comme Ricky Rubio ne pourrait pas venir faire le vétéran dans ce système-là. Ouais, mais en fait, il y a un petit souci, c'est que Tobias Harris, ça me semble hérétique de vouloir le bouger. Sixers, il n'y a aucune chance pour qu'il n'absorbe le contrat de Kevin Love. Ce serait totalement bizarre. Danny Green, si on se met un tout petit peu, on n'est plus dans le réalisme dès lors qu'on est dans un jeu, mais si on se met un tout petit peu en réalisme, Danny Green, il vient de re-signer. On va pas l'échanger tout de suite. Et donc, finalement, on se retrouve avec un petit souci qui est comment est-ce qu'on fait pour absorber le salaire de Rubio. Normalement, avec le trade qui vient d'avoir lieu juste avant, que je vous ai montré, il n'y a que des bas salaires en fait sur les joueurs, parce que sinon on pourrait dire on envoie un tour de draft, mais il n'y a que des bas salaires, sauf quand on commence à toucher soit à Danny Green, soit à Curry, mais dont à mon avis il ne faut pas se départir, et également ensuite salaire de Jojo, salaire de Tobias Harris, on n'y pense même pas. Donc ce qui est juste dommage, c'est qu'à ce moment-là, il n'y ait pas, vous savez, inclure une trade exception, parce que sur le transfert qui précède, il y a une trade exception qui s'est dégagée pour les Sixers, vu qu'ils viennent d'envoyer plus d'argent que ce qu'ils n'en ont reçu, et donc normalement ils ont une trade exception qui pourrait faire fonctionner le transfert d'un Rubio avec en balance par exemple quelqu'un comme essayer de trouver quelque chose d'équilibré. Franchement c'est pas évident, hein, mais qui vient pas non plus de re-signer, donc ça réduit les possibilités. Il faut que ça corresponde aussi un peu aux besoins des Cavs. Par exemple, les Cavs, un meneur, un troisième joueur en tout cas capable d'être ball handler, on pourrait par exemple tourner autour de ça, d'un Shake Milton, surtout vu l'abondance maintenant de biens sur les externes des Sixers. Et ouais, mais le problème c'est que on va avoir une plus-value. Donc à ce moment-là, je peux pas le faire, sauf finalement si je triche et que je mets et que je vais faire sauter les protections. En tout cas, voilà, c'est à ça que je pensais sur ce trade. Il me semble que ça, ce serait équilibré. Si on avait pu faire le mouvement en même temps que l'autre trade, il n'y aurait eu aucun problème de salaire. Bon, pas évident. Donc, il y a des fois où je crois il faut accepter de tricher, parce que finalement, ça correspond juste à une petite défaillance du jeu, en fait. Puisque je vous dis la trade exception, on aurait dû l'avoir. Donc en fait, dans les réglages de transfert, très très brièvement, ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est abolir juste le temps d'un transfert, abolir les règles financières. Encore une fois, ça correspond juste à quelque chose qu'on n'a pas, hein. C'est pour ça que ça me semble pas honteux en la circonstance, parce qu'on devrait avoir eu une trade exception. Et donc ainsi faire par exemple ce mouvement, histoire de rééquilibrer l'équipe des Sixers, leur offrir un meneur backup qui puisse prendre des minutes et offrir certaines garanties. On peut penser quand même que en échange de Ricky Rubio, quand on envoie Shake Milton, on puisse attacher un tour de draft.
le tour de draft en question pourrait être, je dirais, le moins attractif de tous ceux qui viennent d'être récupérés. Donc par exemple, on a le choix entre Suns, Clippers, Sixers, non, a priori plutôt garder son tour. Wizards 2023, je donne pas par exemple, mais se dire voilà, je t'envoie le premier tour des Clippers en échange en 2022, et puis comme ça finalement tout le monde est content dans l'histoire, avec une petite négo comme on fait parfois sur un deuxième tour. Voilà, quelque chose comme ça qui nous permet ensuite d'avoir une rotation, je dirais, très très équilibrable du côté des Sixers, avec une équipe peut-être moins sexy qu'avec Ben Simmons, mais peut-être plus orientée autour de Jojo Embiid, avec, évidemment après le jeu il va vous faire des trucs de fou, hein. C'est-à-dire que 36 plus 29, pour moi ça a jamais fait 48, et donc ça veut dire que vous avez une cohabitation Embiid-Drummond pendant de longues minutes. Ça veut dire que là aussi vous êtes obligé d'aller corriger le truc en mettant une rotation avancée sur ce genre de cas, avec un choix à faire. Est-ce que Rubio ne serait pas un meilleur sécurisateur? Moi je pense, d'entrée de match, c'est quand même mieux de mettre du Rubio. Et puis après, j'ai ma manette qui déconne, hein, j'en suis désolé, mais c'est quelque chose d'assez insupportable. Drummond qui prend des minutes, mais mesurées, parce qu'au final, Jojo Embiid, il va quand même se tailler l'essentiel des minutes, hein, dans cette équipe des Sixers. Et voilà, imaginez une rotation comme celle-ci à l'intérieur, avec Drummond qui fait finalement un temps de jeu réduit, mais en même temps il est derrière Embiid. Comment veut-on mettre les deux sur le terrain? Ça paraît un petit peu étrange, non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Avec du vrai temps de jeu pour quelqu'un comme Tyrese Maxey, qui va tout de suite se trouver avec des opportunités en véritable sixième homme. On peut même décider de lui adjoindre quelqu'un comme Seth Curry, dans l'hypothèse où il ne serait pas titulaire, alors qu'on peut imaginer titulaire Seth Curry sur cette config-là. On peut même se dire que, en fait, on a un 5 qui change de manière assez sympathique. Alors, on peut même aller faire ce genre de choses. En fait, il y a une abondance de biens qui se dégage très clairement après ce trade. Rotation binaire, j'aime pas trop ça, mais c'est juste un petit échantillon, et ainsi de suite. Se retrouver en fait avec une rotation comme celle-ci, moi ça me ferait pas hurler, en tout cas, d'avoir une équipe comme celle-là. Évidemment, il y a des malheureux dans l'histoire, notamment Korkmaz. Il y a des gens qui n'auront pas tout le temps de jeu auquel ils pourraient aspirer. Mais dans cette équipe-là, on aurait des options offensives, parce qu'il faut aussi penser à ça. Le côté défensif, c'est sympa, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui puissent inscrire beaucoup de points. Tobias Harris, Jojo Embiid, Curry avec beaucoup de tickets shoot, et puis une relative liberté donnée à Maxey, donnée quand il rentre à Korkmaz, et en espérant que Dort et Green mettent quand même des shoots. Normalement, ils ont une relative régularité, étouffent l'équipe adverse, avec un Ricky Rubio et sa science du basket pour peut-être davantage organiser tout ça que scorer réellement. Et donc, moi, des Sixers comme ça ne me paraissent pas du tout pas du tout délirants, en vérité. Même si, évidemment, c'est très très lourd d'accepter l'idée de bouger Ben Simmons, mais il semble qu'à ce moment-là, en fait, il n'y ait plus le choix. Ben Simmons a vraiment été clair, il a dit qu'il ne voulait plus jouer là. Il y a très peu de possibilités sur le marché. Alors évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, je dis pas du tout que c'est ça qui va arriver. Mais en tout cas, si j'étais GM des Sixers, ça ne me déplairait pas forcément. Et si j'étais GM du Thunder, je pense pas non plus que je serais trop fâché d'accueillir un joueur comme ça, parce que, encore une fois, ce serait déjà une première pièce pour entourer de manière supra-solide Shai Gilgeous-Alexander,
en attendant aussi le développement de joueurs comme Pokusevski, comme Maledon, comme le fameux Josh Giddey, sur lequel on peut avoir pas mal d'espoir, non, n'est-ce pas? Et donc, tout ça nous amène à une rotation avancée du côté du Thunder. Alors, on peut, par exemple, se dire que ça va tourner sur une dizaine de joueurs, je pense. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je voyais les choses. Le Thunder peut tourner comme ça. Et moi, ce que j'ai pensé, en fait, c'est des minutes quasiment exclusivement sur le poste 2 pour Shai Gilgeous-Alexander. Des vraies minutes aussi de développement pour Josh Giddey sur le poste 2 plutôt. Un petit peu de temps quand même pour Jerome et Maledon. Et puis ensuite, c'est vrai que on se retrouve avec des minutes en reste, parce que moi j'ai donné par exemple pas mal de temps à Pokusevski en espérant développer un petit peu l'animal et resituer donc Ben Simmons sur un poste 3. Alors ça fait bizarre en NBA d'avoir un poste 3 qui ne shoot pas à 3 points et qui même ne prend pas réellement de shoot au-delà de 4 mètres. Donc ça c'est vrai que ça peut être très très choquant, mais moi je me dis que quelque chose qui ressemblerait par exemple à ce type de rotation, c'est-à-dire avec comme vous le voyez des minutes de Simmons qui correspondent à une balle en attaque beaucoup dans les mains de Gilgeous-Alexander, avec des possibilités de jeu rapide sur ces minutes-là, parce qu'on sait que même s'il n'a pas des ratings formidables au niveau des pertes de balles et de l'efficacité sur transition, Ben Simmons, avec son côté athlétique, peut faire de vrais dégâts en défense et permettre et faciliter la transition pour Gilgeous-Alexander. Donc je tenterai dans un premier temps en fait les associer sur le terrain et voir un petit peu la façon dont ça évolue, mais en me disant qu'après la seconde unit elle est plutôt tenue par Giddey, un petit peu par Maledon, avec peut-être un jeu différent, un jeu peut-être plus orienté autour des shoots extérieurs, soit par le biais de Williams, qui peut essayer de shooter un petit peu, de Roby, ce sera délicat. Non, faire jouer plutôt sur les extérieurs, avec liberté totale à Giddey, pour faire ce qu'il pense. J'avoue que la seconde unit, elle est très très faible, Elle est très très faible, faut pas se mentir, je la trouve pas du tout forte, mais voilà, c'est une petite tentative, et puis après si on voit que ça va absolument pas dans ce contexte-là, on peut encore repenser les choses, et donc rééquilibrer en mettant peut-être quelqu'un d'autre sur les minutes de Kenrich Williams, voilà. Donc, voilà ce que j'ai pensé, que je trouve tentable. Oui, voilà, c'est pas la panacée. Vous me direz ce que vous en pensez. D'essayer de tenter quelque chose d'un peu original pour cette équipe-là. Et ce que je vous propose dans la foulée, c'est d'essayer de voir un petit peu ce que ça donne, parce que on a quand même toujours envie de tester une équipe comme ça lorsqu'il y a quelque chose qui vient de changer de manière aussi radicale. Puis notamment ce positionnement qui peut totalement prêter à discussion. On pourrait également penser le mettre en 4, Ben Simmons, c'est une évidence. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent être repensées dans la première ébauche de rotation avancée là, que je viens de vous proposer. Le premier test se situe face à une équipe comme le Jazz. Alors en plus, c'est un peu malvenu pour ce qui est de faire des tentatives, je dirais, heureuses ou malheureuses, parce que le Jazz, c'est quand même très très costaud en théorie. Et là, on voit que, par exemple, dès qu'il y a un écran qui est joliment posé, les playmakers Shai Gilgeous-Alexander ou Ben Simmons peuvent se régaler. Voilà, le début de match aura été assez calamiteux dans la défense du pick and roll du côté de Utah. Et ça m'a permis de prendre une petite avance, surtout qu'il y a défensivement comme ça quelques ballons perdus. Dès qu'il y a une mismatch, quelqu'un comme Derek Favors, ancien de la maison d'ailleurs du Jazz, peut comme ça en profiter. J'aime pas beaucoup me faire
ainsi ridiculisé sur les backdoors. Je pense qu'il y a encore un certain nombre de progrès à faire défensifs sur cette équipe-là. C'est pour ça qu'en fait, je pense qu'avec une année de travail, on peut peut-être avoir, et puis l'ajout, je pense, de 2-3 joueurs, il peut y avoir une version comme ça du Thunder qui peut être rigolote et peut-être un petit peu plus prometteuse. Il y a également une petite progression de Malédon qui peut être attendue, de Pokusevski, entre autres. L'ajout d'un pivot, ben, c'est pas contre Favors, mais peut-être pour garder Favors en sortie de banc et avoir un petit peu autre chose à proposer que quelqu'un comme Mike Muscala. On voit ici Robbie qui s'est fait complètement avoir sur... pareil, dans son dos, hein, c'est toujours la même chose. Regardez Gobert qui va faire l'écran porteur de balle pour Mitchell. Et Utah qui commence un petit peu à se détacher en ce quatrième quart-temps. C'est pas excellent pour nous. Allez, Shai, tu peux passer. Voilà, ici, ligne de front, ça passe. Difficile à arrêter. Hein. Vous donnez la balle à Gilgeous Alexander, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Et les rebonds, voilà. Les rebonds, c'est vraiment le truc qui a pu faire très très mal à l'image de cette action où Gobert offre une seconde chance au shoot. Derrière Mitchell qui vient comme ça poser le ballon assez simplement. Mike Conley qui, là encore, vient trop facilement près du panier. Voilà, donc on n'est pas forcément super loin, avec en plus une adresse calamiteuse à 3 points qui peut expliquer pas mal de choses. Mais on n'est pas loin, mais on est quand même encore très très loin, je dirais, sur le plan l'entraînement, vous savez, le fait d'être essayé d'upgrader tout ça défensivement, le chantier du rebond aussi, il y a pas mal de choses. Et pour autant, dans cette série que je vais proposer avec les Sixers, je vais laisser peut-être un petit peu de côté ce Thunder. On va les laisser grandir très calmement. La miniature, elle porte bien sur Ben Simmons avec un maillot des Sixers. Ça veut dire que, ok, c'est toujours intéressant de voir ce que le joueur peut faire ailleurs. Déjà, je ne pense pas que ce soit un trade optimal. On parle beaucoup de Minnesota, on parle de beaucoup de scénarios possibles pour ce qui est de trader Ben Simmons. Après, moi, je pense qu'il n'y en a aucun qui fait évidence. Parce que dénoyauter D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns, alors qu'on les a même pas vus sur une saison vraiment entière, je parle de blessures. Hein. Bon, je sais pas si c'est si facile à faire que ça, d'envoyer Simmons quelque part, tout court, tant que Daryl Morey n'aura pas fait baisser ses exigences, et c'est un peu ce que j'ai voulu scénariser là, dans cette proposition de trade qui n'arrivera pas, je ne me leurre pas, hein, on va pas se mentir. Luguentz-Dort donc et Ricky Rubio sont quelque part deux pièces principales récupérées dans ce trade, avec un petit espoir sur Darius Bazley qui peut peut-être, qui sait, encore progresser, avoir un vrai apport de points en sortie de banc. Bon, après, dès qu'il s'agit de jouer un match avec ces Sixers, il faut profiter de Joel Embiid, parce que c'est vraiment la poutre de cette équipe. Regardez-moi ça, la Marcus Aldridge. Ça fait plaisir de revoir Aldridge sur un terrain de NBA. Moi, je suis un énorme fan de ce joueur. Donc, on a beau essayer de se provoquer des sorties d'écran, des situations comme ça de shoot extérieur. Ce qui reste encore le mieux, je trouve, à ce niveau-là, c'est lorsque Joel Embiid a la balle, en fait, et qu'on provoque des prises à deux. On va ensuite avancer un petit peu dans le match et se rendre compte que oui, c'est Jojo qui nous porte. J'aime bien aussi les apports d'André Drummond quand il est sur le terrain, parce qu'il a aussi pas mal d'impact. Vous voyez ici par exemple Lou Dort, voilà, sur une prise à deux subie par Joel Embiid, ce qui fait qu'on arrive quand même à atteindre la mi-temps malgré une petite crise d'adresse des Nets avec un écart raisonnable. Puis là par contre, on parle de crise d'adresse, ça va être une crise tout court de Kevin Durant. En ce troisième quart-temps, Kevin Durant va être en mode je m'occupe de tout, je garde la balle et personne ne va pouvoir m'empêcher de scorer, que ce soit d'ailleurs ici aussi
à 0 degré, voilà, ou sur remise en jeu. Donc très très difficile. Oui, il faut noter une chose, c'est que même si Lugansdort est un excellent défenseur, bon là en même temps c'est le pull-up où il n'y a pas de défense. Ludort est un excellent défenseur, mais pour autant, allez, Seth Curry, ouf, qui arrive à planter un shoot. Malgré ses qualités défensives, Lugansdort, il a quand même le physique qu'il a, c'est-à-dire que pour arriver à perturber quelqu'un, et c'est d'ailleurs le même cas de Matisse Thybulle, hein, tous les deux, ils n'ont pas la possibilité de stopper Kevin Durant. Alors, c'est vrai qu'en perdant Ben Simmons, on perd un joueur qui, lui, par contre, était capable, peut-être une des rares personnes en NBA, capable d'embêter défensivement quelqu'un comme Kevin Durant, parce qu'il y a un physique, parce que le côté athlétique est surdéveloppé, et qu'il faut des joueurs de cette dimension-là pour arriver à gêner quelqu'un comme Kevin Durant, si tant est que quelqu'un puisse le gêner. Et puis, il y a aussi l'idée que, bon, si on se place dans je dirais, ce qui doit terminer une saison en play-off à l'Est, qui est-ce qu'il faut regarder de très très près pour ajuster l'effectif? Les Nets. Regardez-moi ça. Pouah, la faute après le shoot sur Paul Millsap. Celle-là, elle a fait excessivement mal, surtout que Millsap va rentrer le lancer franc. Je reviendrai juste après sur la réalité de ce que doivent faire ces Sixers s'ils veulent aller au titre autour de Joel Embiid. Kyrie Irving qui cherche comme ça ici à déclencher, et heureusement il va dévisser légèrement, temps mort. On a encore une possibilité d'égalisation dans ce match. Je vais chercher un appui sur Jojo parce qu'aucun shooter n'était réellement démarqué, et puis on va se retrouver à tenter quelque chose d'impossible. Ouf, oh là 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 là. À moins d'une seconde du terme, c'est Lugansdort qui vient comme ça poser un 3 points quasi inespéré. Ouf, on s'en sort. Prolongation. Déjà, c'est un peu miraculeux. On était à moins 10 à un moment donné après la crise de Kevin Durant. Et on se retrouve déjà en prolongation. Essayer de ne pas oublier de jouer autour de Joel Embiid. La prise de vue m'a beaucoup gêné dans le déclenchement du Y pour essayer de sauter à l'entre-deux. Ça fait un ballon perdu qui est assez regrettable. Voilà, ici, on perturbe. Et regardez, il ne faut pas laisser des rebonds offensifs. C'est comme tout à l'heure avec Utah et Rudy Gobert. J'ai remarqué que le rebond offensif se paye très très cher. Regardez, en plus, Griffin, encore une fois, récupère, se fait contrer, après s'être fait contrer, et il met dedans. Donc, très gros problème. À la limite, pour Embiid, Aldridge est moins impactant que ne peut l'être Jojo Embiid. Allez, il y a 3 points d'écart. On est loin d'en avoir terminé. Essayer d'aller provoquer quelques fautes également, puisque la défense en face se resserre pas mal. On revient à moins 1. Le ballon va être à Kyrie Irving, qui remonte tranquillement à la balle. Et regardez le backdoor. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu veux faire? Harden qui passe dans le dos de Ludort et qui le voit, et Irving qui le voit tout de suite. Derrière, il vient nous poser, Kyrie Irving, un panier qui est un peu à l'image de son talent. Donc là, magnifique. Rien d'autre à dire. Et on aura donc un dernier shoot ici pour égaliser. Seth Curry va le rater. Peu importe la claquette. C'est donc une défaite pour la première opposition vis-à-vis d'un gros contender de cette conférence Est. Et donc une des équipes qu'il faut avoir quelque part dans le viseur, hein, puisque finalement ces Sixers devront tôt ou tard savoir se débarrasser des Nets ou bien des Bucks ou bien des Celtics, voire de tout cela, et ne pas d'ailleurs succomber face à des Hawks par rapport auxquels là on aura une arme principale et bien intérêt à trouver du jeu autour de Embiid pour essayer de profiter des prises à deux au maximum. Alors dans la foulée, c'est amusant, et pour terminer la vidéo, il se trouve que le match suivant des Sixers, c'était contre justement notre partenaire de trade précédent, à savoir le Thunder. Ricky Rubio
Dort, Danny Green. Je me pose encore des questions sur la présence de Danny Green dans le 5, je ne sais pas. Peut-être qu'on fera autre chose. Cela peut être une titularisation éventuellement, je ne sais pas, de Seth Curry et décalage de Dort en 3, même si je le trouve sous-dimensionné physiquement, il est quand même capable d'exister dans ce contexte. Ici un match quand même, faut quand même le reconnaître, plus facile, qui permet de sentir un petit peu différemment les choses, parce que se retrouver quand même tout de suite manette en main face aux Nets, c'est pas non plus évident. Il faut s'habituer à une équipe, hein. Il y a toujours un petit temps d'adaptation, voir ce qu'on s'autorise ou pas, à savoir est-ce qu'on s'autorise à abuser légèrement du pick and roll, ou est-ce qu'on essaye de construire un peu plus les actions, peut-être appeler d'autres systèmes, trouver comme ça des petites stratégies avec une équipe donnée. Regardez, prise à 2 encore une fois, et qui est-ce qui est dans le corner, ou presque? Danny Green qui prend feu en fait à ce moment-là du match. Allez, encore une fois, la prise à 2 sur Jojo, et qui est-ce qui va encore artiller à la Steph Curry en se retournant dès qu'il a shooté? C'est Danny Green. Donc à un moment donné, voilà un écart qui est créé. Le jeu intérieur, je pense, devra être très important avec cette équipe-là. Ne pas hésiter à user et abuser du Joel Embiid dos au panier. Moi, je ne suis pas un grand amateur du fait qu'Embiid s'écarte trop souvent. Après, c'est sûr que si la possibilité de temps en temps de shooter externe, notamment à 3 points, il faut pas se gêner, mais c'est pas comme ça que je compte l'utiliser majoritairement. Pour moi, c'est un arbre dans la raquette de l'équipe d'en face, et puis il faut comme ça en profiter de cette façon. Donc opposition pas très significative, et par contre des petites certitudes sur le comportement de certains, avec encore, je suis certain, des ajustements prochainement dans cette rotation des Sixers. Je ne sais pas si en l'état on peut vraiment taper les Nets ou les Bucks, mais il faut laisser aussi un peu du temps. Il y a 80 matchs, ça veut dire plusieurs mois d'entraînement également, et la progression de certains, et voir un peu comment tout ça peut évoluer. Donc dans une prochaine vidéo, on continuera avec ces Sixers. Puis par contre, la prochaine vidéo que je vous proposerai parlera des Warriors, où il y a là encore un certain nombre de choses à dire. Une équipe intéressante dont on peut se poser vraiment la question de savoir quel sera l'apport des rookies, et quelle sera l'alchimie collective, et puis surtout Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green, le fameux Big Three, est-il en mesure de chercher un titre finalement dans les 2-3 prochaines années, ou bien est-ce que c'est un rêve impossible? À plus, bye bye.